Bonjour. La Première Guerre mondiale est souvent indiquée comme un conflit parti simplement d'un assassinat, menant l'Europe et le monde à la boucherie. Jugé évitable, nous avons tous lu ou entendu que les nations ne se sont pas bien préparées à la guerre, partant dans un conflit comme au temps de Napoléon, tous en rang serré, à foncer baïonnette au canon. Cependant, on le sait, ce n'est pas le cas. Dans cette série de vidéos, nous allons aborder un thème peu fréquent dans l'étude de la Première Guerre mondiale, à savoir la préparation à la guerre des différents belligérants. Nous tenterons, au cours de cette série, d'observer comment la préparation de chaque pays à une grande guerre européenne va mener à l'éclatement de celle-ci. Nous observerons les points de vue de chaque pays, des différentes classes sociales, dirigeantes ou populaires, les politiques menées, leur état économique, et évidemment un angle militaire, mais que nous ne pourrons traiter scientifiquement si on oublie d'aborder les points précédents. Et pour commencer aujourd'hui, nous allons aborder la question de la Russie, étant l'une des nations les moins traitées de cette période. Au cours du XIXe siècle, l'Empire russe a connu une expansion territoriale importante, forçant des affrontements avec l'Empire ottoman au cours de la guerre de Crimée par exemple, puis avec le Japon en Mandchourie début XXe. En pleine période de conquête coloniale, l'Empire s'étend en Asie centrale, ce qui conduit à des tensions sérieuses avec le Royaume-Uni, les deux empires se rejoignant autour de l'Afghanistan. Côté européen, le Royaume de Pologne est annexé à la Russie en 1868, après plusieurs insurrections au cours du siècle. Si la Russie est sans conteste le plus grand pays du monde en termes de superficie, cela ne se reflète pas dans son économie. Le pays jouit d'une population assez élevée, mais sa transition démographique n'est pas terminée en 1914. La densité de population reste très faible en réalité. Avec 125 millions d'habitants répartis sur 22 800 000 km², on compte théoriquement 5 habitants et demi par km². En revanche, la France à la même période compte 77 habitants par km². Cela a des conséquences sur le développement du pays. La population reste essentiellement rurale, avec l'apparition de quelques grandes villes, Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev ou encore Sébastopol. Notez cependant que certaines régions sont plus peuplées que d'autres, autour des fleuves et des côtes, à l'ouest de l'Oural et en Pologne. Ainsi, l'apparition d'une industrie forte se voit très limitée. Pour cela, il faut voir les étapes clés de l'industrialisation. L'apparition d'une élite impliquée dans l'économie, qui souhaite y investir son capital, est la première étape. La noblesse russe est sans conteste très riche, mais composée de propriétaires terriens, pas de commerçants comme la noblesse anglaise ou la bourgeoisie française par exemple. L'argent y est, mais la volonté d'investir, pas forcément. Ensuite, il faut une classe moyenne éduquée. Dans notre cas, ce sont essentiellement les artisans qui vont nous intéresser, car ils ont des compétences techniques qui vont servir au moment de l'industrialisation. De même, il faut des ingénieurs et autres techniciens pour créer et faire fonctionner une usine. Pareil, cela pose des problèmes. La Russie ne mène pas de politique d'éducation de sa population, et cette classe moyenne n'apparaît que de manière limitée dans les grands centres urbains cités précédemment. En même temps, avec une population si importante dans un espace aussi vaste, toute politique sociale devient un vrai casse-tête administratif et financier. Enfin, il faut également des débouchés pour les biens que l'on souhaite produire. Là encore, la Russie est à la traîne. Pour que des populations soient intéressées par des produits, il faut qu'il y ait une demande, et surtout des moyens financiers pour acheter les produits. Laissez-moi vous donner une image. Je souhaite créer une manufacture de tapis par exemple. Beaucoup de gens aimeraient sans doute avoir un nouveau tapis à la maison. Mais s'ils n'ont pas d'argent, ils ne l'achèteront pas. L'usine ne va quand même pas accorder des crédits à tous ses clients. Les classes sociales les plus pauvres sont d'abord préoccupées à se nourrir. Tous leurs moyens passent donc là-dedans. La classe moyenne a de l'argent en surplus, suffisamment pour s'acheter un tapis. Mais vous l'aurez compris, il ne constitue pas une population assez importante pour que je puisse espérer vendre des tapis en grande quantité. Ce n'est pas rentable. Inutile de produire une usine. Les tapis seront donc toujours produits en petite quantité par des artisans. Vous l'aurez compris, c'est un cercle vicieux qui se met en place. La population est trop éparpillée. L'ascension sociale par des moyens comme l'éducation est donc compromise. La population est globalement trop pauvre. Donc les élites n'ont pas d'intérêt à investir dans des usines qui ne seront pas rentables. Pour les élites, l'argent vient de la terre, l'agriculture principalement. C'est à la fois un courant économique, mais également un courant politique,
en Russie. Mais pas de panique, il est possible de briser ce cercle vicieux. Pour cela, il faut un État fort, capable d'investir directement et de mener des politiques économiques. Le régime politique en place semble assez propice à cela. Le tsar a un pouvoir absolu, une assemblée ne sera créée qu'à la veille de la Grande Guerre, et elle n'est de toute manière que consultative. Si le souverain veut industrialiser le pays, il le peut. Évidemment, cela coûte cher, mais bonne nouvelle, les volontaires ont mis un des points essentiels de l'industrialisation. Pour faire tourner une usine, il faut des matières premières à transformer. Et la Russie n'en manque pas. C'est même son point fort. Charbon, bois, fer. En fait, la Russie possède tellement de matières premières qu'elle va les échanger à d'autres pays contre des machineries, des ingénieurs et aussi simplement de l'argent. Mais cela a aussi un prix. La première ressource à l'exportation du pays, c'est son blé. Et l'État va saisir des parts plus importantes aux paysans pour pouvoir en exporter plus. Notez bien que les paysans russes sont majoritairement pauvres, pas de tracteurs ou d'engrais chimiques, ils ont juste la chance d'avoir à cultiver des terres très fertiles, mais qui ne leur appartiennent de toute manière pas. Vous vous souvenez des nobles, dont la richesse est tirée de leurs propriétés terriennes, pas besoin de vous faire un dessin. Bref, la population reste très pauvre, pendant que l'État et la noblesse s'enrichissent. Les richesses naturelles attirent également les investisseurs étrangers. Le pays est ainsi le premier producteur de pétrole au monde au tournant du XXe siècle, notamment grâce à la société Bora Nobel, fondée par un Suédois, et qui possédera à elle seule près de 10% de la production mondiale, une prouesse face à des exploitations américaines ou britanniques implantées depuis plus longtemps. Alors évidemment, il s'agit d'un tableau global et simplifié. Des investisseurs russes et non russes fonderont un certain nombre d'usines dans le pays, mais c'est un mouvement tardif et qui connaît des limites comme dit précédemment. Le pays semble ouvert sur le monde au niveau commercial, grâce à ses ports aussi bien dans la Baltique, mer Noire et Océan Pacifique, mais l'étendue du territoire rend difficile le transit des marchandises à l'intérieur des terres, que ce soit en direction des ports ou en revenant. La Russie compte la plus grande longueur de voies ferrées d'Europe, mais la taille du territoire à couvrir réduit drastiquement la densité du réseau. Seule la Pologne semble assez bien desservie. Leur réseau est cependant en très nette modernisation avant 1914 et fait d'énormes progrès. À présent, nous allons aborder la situation politique du pays. Sur le plan de la politique intérieure, les politiques autoritaires du gouvernement produisent un mécontentement qui éclate lors de la révolution de 1905. La population réclame et obtient la création d'une constitution, permettant de mieux délimiter les pouvoirs du tsar. Dans la réalité, cette constitution ne lui pose aucun obstacle, et les leaders des insurrections sont tous éliminés d'une manière ou d'une autre. Je ne reviendrai pas sur les éventuelles tensions entre les classes sociales, vous en avez déjà eu un bon aperçu précédemment. Pour ce qui est de la politique extérieure, la Russie se rapproche fin 19e de la France et de l'Angleterre face à des rivaux communs, Allemagne et Autriche-Hongrie. Ce sont les deux principaux pays frontaliers et des acteurs économiques importants. L'apparition en Allemagne d'un courant de pensée belliqueux face à la Russie parmi les élites, bien qu'il ne soit pas majoritaire, tourne de plus en plus l'Empire russe face à eux. L'Autriche-Hongrie, alliée de l'Allemagne, semble également avoir des volontés expansionnistes dans les Balkans, comme lors de la crise bosniaque de 1908, où elle annexe ce territoire qu'elle occupait déjà. La Russie, qui cherche également à étendre son influence dans les Balkans, se retrouve donc naturellement en tension avec l'Autriche et son allié allemand. L'Empire ottoman, bien qu'il soit ennemi héréditaire de la Russie, ne constitue pas une menace importante, mais plutôt une zone d'expansion potentielle. En effet, ce qui intéresse la Russie, c'est la question des détroits. Les plus grands ports de commerce, et ports militaires également, se trouvent en mer Noire, mais celle-ci est fermée par les détroits du Bosphore et des Dardanelles, tous deux ottomans. Ce dernier est également considéré comme l'homme malade de l'Europe. L'Empire ottoman est en plein déclin, incapable de conserver la Bosnie face à l'Autriche-Hongrie, la Libye face aux Italiens, puis les Balkans lors des deux guerres des Balkans en 1912 et 1913. À l'Est, la défaite de l'armée et de la marine face au Japon lors de la guerre russo-japonaise de 1905 acte également la volonté urgente de moderniser la machine de guerre russe. Notons que ce conflit est le dernier que la Russie connaîtra avant 1914. Face à tout cela, la Russie décide de se rapprocher de la France, en empruntant de l'argent dans un premier temps, puis, en 1892, l'alliance franco-russe est établie. Si l'Allemagne ou l'Autriche-Hongrie attaquent la France ou la Russie, l'autre se portera au secours du défenseur. Les puissances centrales sont alors encerclées. Des accords sont également trouvés avec l'Angleterre pour mettre fin à leur rivalité autour de l'Afghanistan. Le grand jeu s'achève ainsi en 1907. Les échanges diplomatiques se poursuivent entre ces trois puissances, visites des marines de guerre chez l'un ou chez l'autre, visites de personnel militaire, d'état-major, de politiciens. Les tensions grandissent ainsi entre la nouvelle triple entente et la triple alliance.
présent, nous allons aborder la préparation militaire à un conflit européen. Après sa défaite au cours de la guerre russo-japonaise, la nécessité de moderniser l'armée russe s'impose. Des échanges avec des cadres français et britanniques permettent de mettre en relation les états-majors, mais aussi d'échanger sur des doctrines. La Russie adopte plus ou moins les doctrines de combat françaises. L'artillerie légère, mobile, doit permettre de manœuvrer facilement sur des champs de bataille. Le canon de 76,2 mm Poutilov, produit sous licence à partir du 75 mm Schneider français, devient la norme de l'artillerie russe. Notez que le canon est produit déjà en 1902, mais il n'est pas encore assez répandu pour la guerre russo-japonaise, et son emploi surtout sera révisé et modernisé. Ils posséderont 814 batteries de 8 pièces au début de la guerre, soit 6512 canons, dont les versions canons de montagne. Les Russes achètent également des canons lourds à la France, comme le 152 mm Schneider. Ces armes ne seront que peu nombreuses, surtout face à un front aussi vaste, et sont donc regroupées dans chaque corps d'armée. La mitrailleuse Maxim est également adoptée en masse. En 1914, l'armée semble bien modernisée, avec un défaut tout de même, sa logistique. Le réseau ferré n'est pas autant développé que chez ses voisins, et le réseau routier, c'est encore pire. La motorisation de l'armée n'a pas eu lieu. Toute la logistique se fait à cheval, une fois que l'on descend du train. Cela ne change pas franchement des autres armées européennes, c'est essentiellement les chemins de fer qui pâtissent de la comparaison. C'est en Pologne que le réseau est le plus dense, et ce n'est pas un hasard, car il s'agit certes d'une zone d'échanges commerciaux avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie en temps de paix, mais aussi d'une zone de frontière avec des adversaires potentiels. Une ligne de fortification s'étend face à l'Allemagne, mais les forts ne sont pas aussi modernes que leurs équivalents serrés de rivière en France ou Biller en Allemagne. La Russie mise essentiellement sur une guerre de mouvement, et cela se comprend. La frontière est beaucoup trop vaste pour pouvoir arrêter net une offensive. Inutile d'y construire des fortifications, si ce n'est pour gagner du temps. De plus, le plan allemand visant à attaquer la France par la Belgique est bien connu publiquement. Pas dans les détails certes, mais quand même. La Russie doit donc attaquer au plus vite avant que la France ne tombe. Pas question de rester sur des fortifications dans ce cas-là. L'Empire russe mise également beaucoup sur sa cavalerie. On dit souvent à tort que la cavalerie ne sert plus à rien arrivé en 1914, et pourtant c'est un réel atout pour eux. Avec 21 divisions de cavalerie, dont 6 de cosaques, l'armée russe peut espérer mener une guerre de mouvement sérieuse sur les arrières de ses adversaires. Dans la pratique, beaucoup de ces troupes combattront à pied. Mais leur mobilité et leur capacité de reconnaissance et de harcèlement en font des éléments très importants. N'oublions pas que la ligne de front est très grande, et qu'elle ne sera jamais pleinement occupée, contrairement au front ouest, surtout après la mise en place des tranchées. Évidemment, ils ne savent pas encore comment le conflit va tourner, mais dès 1914, la cavalerie russe aura l'occasion de s'illustrer dans de nombreux combats. Le concept de division de cavalerie ne sera abandonné par la Russie qu'après la Seconde Guerre mondiale. Non pas qu'elles ne seront plus efficaces, mais elles seront surtout remplacées par des divisions motorisées. Ces divisions de cavalerie seront même renforcées par des automitrailleuses, une cinquantaine en réalité, mais cela témoigne d'une réelle volonté de modernisation de ce corps. Je vous fais quand même un petit aparté sur la marine russe. Cette dernière a beaucoup de retard à rattraper. On ne remplace pas un navire de guerre aussi facilement qu'un régiment d'infanterie. D'autant que la plupart des nouveaux navires russes seront produits avec des moteurs achetés en Allemagne. Pas idéal une fois que la guerre éclate. En tout, la Russie est capable de mobiliser en 1914 1 423 000 soldats répartis majoritairement sur l'armée de terre, plus 3 115 000 réservistes, soit un total de 4 538 000 hommes. En comparaison, c'est 3 700 000 pour l'Allemagne et 3 350 000 pour l'Autriche-Hongrie, en sachant que la France mobilise, elle, 3 580 000. Notez qu'une plus grande partie des effectifs français et allemands sont présents dans leur marine de guerre, là où la Russie et l'Autriche-Hongrie ont des marines plus petites et surtout pas de colonies à défendre. À présent, nous allons aborder les plans de bataille envisagés par la Russie. 3 plans sont envisagés par l'état-major russe en préparation d'une guerre contre les puissances centrales. Nous allons d'abord voir les plans qui n'ont pas été retenus, afin de mieux expliquer celui qui le sera. Le premier plan, que nous allons aborder, est le plan Polska. Il s'agit de masser le gros des forces russes pour prendre la Galicie à l'Autriche-Hongrie et la Silésie à l'Allemagne, 2 régions frontalières qu'il semble facile de prendre. Sauf que ces régions n'ont pas une grande importance stratégique. Certes, prendre la Galice permettra soit de menacer la Hongrie, soit de se reposer sur la chaîne des Carpates, plus facilement défendable. La Silésie est quant à elle une région industrialisée, mais pas la plus importante d'Allemagne non plus, puisque ces régions sont à l'ouest. De plus, la Galice compte 2 forteresses autrichiennes très importantes, Przemysl et Lemberg, qui sécurisent la route jusqu'aux Carpates. L'Empire russe a de quoi les assiéger,
mais pas de matériel lourd en quantité suffisante pour les faire tomber rapidement, ou passer dans un bain de sang. Il faudra les assiéger, mais c'est plus long, et cela va mobiliser des hommes un certain temps. De plus, l'Allemagne ne sera pas suffisamment impactée pour demander la paix, ou pour envoyer toute son armée ou une partie d'entre elles de l'Ouest jusqu'ici pour défendre et contre-attaquer. Bref, la France ne sera pas défendue. Ainsi, les clauses de l'alliance franco-russe ne seront pas respectées. Un autre plan est alors envisagé, le plan Tsar. Mobiliser toutes les forces pour envahir l'Autriche, en ne gardant que des garnisons légères face à l'Allemagne. Cela permettrait d'en finir rapidement avec les forteresses de Prémise-Leyenberg, et de potentiellement envahir l'Autriche-Hongrie. Ainsi, les intérêts russes dans les Balkans seraient préservés lors des négociations de paix. Le problème, c'est que le plan n'impacte encore une fois pas l'Allemagne. La France aura le temps de tomber avant que la Russie ne renvoie ses forces face aux Allemands. Le plan n'est pas adopté pour des raisons politiques et diplomatiques. La France use de sa diplomatie afin d'empêcher l'adoption du plan. Cela impliquerait de devoir faire face à toute l'armée allemande, ce qui est impensable. Un nouveau plan est alors envisagé, le plan Berlin. Ici, le gros de l'armée russe serait concentré pour mener une offensive direction Berlin. Le plan semble meilleur. L'écrasante supériorité numérique russe permettrait d'en finir rapidement avec les garnisons allemandes et de prendre leur capitale. Et si l'adversaire se redéploie massivement à l'est pour contrer l'attaque, alors c'est la France qui sera libre d'agir. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans ce plan? Il respecte la diplomatie et permet de mener une guerre très rapide. Le problème, c'est que les régions de Galicie et de Prusse orientale ne sont pas occupées, et les forces austro-hongroises et allemandes présentes pourraient lancer leurs offensives sur la Pologne, encerclant ainsi l'intégralité de l'armée russe. La guerre serait non pas gagnée rapidement, mais perdue. Un dernier plan est alors envisagé, le plan Grand-Duc. C'est ce plan qui sera adopté finalement. On va voir pourquoi. Il s'inspire largement du précédent. L'armée russe est divisée en deux, une partie attaque la Prusse orientale, une autre la Galice, avec pour objectif d'établir une ligne de défense sur les Carpates. Une fois ces régions occupées, ce qui doit arriver rapidement vu la supériorité numérique russe, leurs forces peuvent se redéployer pleinement pour attaquer en direction de Berlin. Ainsi, la guerre serait gagnée. Alors quel défaut présente ce plan? Eh bien, en apparence, très peu. Des options sont ajoutées s'il faut mobiliser plus de forces vers un territoire ou un autre, ce qui assure de disposer de leur supériorité face à n'importe quel objectif. Certes, Galice et Prusse orientale ne sont pas des régions particulièrement importantes économiquement, mais elles ont une grande importance stratégique, constituant des nœuds logistiques importants. Et si l'armée allemande a le temps de se redéployer pour attaquer en Pologne? Pas de souci, les garnisons des fortifications gagneront du temps, et une ligne de défense se formera le long de la Vistule pour contrecarrer l'adversaire. Et l'Autriche-Hongrie, elle a une armée très importante et son principal rival reste la Russie. On doit bien s'y attendre, et elle va réagir. Oui, mais il est plus rapide pour les Russes d'atteindre les Carpates que pour l'Autriche-Hongrie de leur en empêcher. Et lancer des offensives dans les montagnes ne sera pas simple pour eux, donc la Russie peut les repousser. De plus, lorsque les forteresses tomberont, la logistique sera simplifiée, et des hommes seront libérés pour aller ailleurs. Le plan semble parfait, et est donc adopté. Nous verrons ultérieurement pourquoi il échouera. Avec tout ce que nous venons de voir dans cette vidéo, vous avez une meilleure idée de l'état de la Russie avant la Première Guerre mondiale. Et vous comprenez aussi que cette dernière s'y est préparée le mieux possible. Certes, ses retards économiques et industriels vont largement peser, mais son armée reste en apparence très capable, largement modernisée depuis la guerre russo-japonaise, et leur état-major peut envisager une guerre offensive face aux puissances centrales, ces dernières devenant des rivaux importants à la fin du 19e et au tout début du 20e siècle comme nous l'avons vu. Au vu de la situation géopolitique du pays, on peut dire que l'État s'est assez bien préparé à un conflit de grande envergure en Europe. Il faudra attendre le début des hostilités pour comprendre que tout ne se passera pas si bien que ça. Mais cela, nous le verrons une prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était ma première, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Vous trouverez quelques lectures en description, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, probablement sur l'Autriche-Hongrie cette fois-ci.